Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 32 ans, et le Noël dernier, mon père m'a mise à la porte de notre dîner de famille devant tout le monde. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je venais de vendre mon entreprise de technologie pour 54 millions d'euros. L'expression sur son visage quand il l'a découvert, après que j'ai bloqué les comptes de leur entreprise, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'avère que le succès est la meilleure des vengeances, surtout quand ils ont soudainement besoin de quelque chose de vous. Avant que je vous raconte comment je suis passé de fille reniée à celle qui détient toutes les cartes, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de la famille toxique qui ne vous apprécient que lorsque vous avez quelque chose qu'ils veulent. En grandissant dans notre quartier de classe moyenne en Normandie, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Mon père, Henri Dubois, travaillait comme directeur régional pour une compagnie d'assurance, tandis que ma mère, Hélène, restait à la maison pour nous élever, nous les 3 enfants. Mais derrière notre porte d'entrée fraîchement peinte se cachait une autre histoire. Papa dirigeait notre foyer comme une entreprise où la performance était tout. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris la hiérarchie tacite. Mon frère aîné, Étienne, était au sommet, l'enfant chéri, le fils qui perpétuerait le nom et l'héritage des Dubois. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de papa. Ma sœur cadette, Manon, avec sa nature douce et sa volonté de plaire, venait ensuite. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, essayant toujours d'obtenir une approbation qui ne semblait jamais venir. Sophie, un 17 sur 20 est acceptable pour les enfants des autres, pas pour les miens, dirait papa, levant à peine les yeux de son journal quand je lui montrais fièrement mon bulletin rempli de notes excellentes et d'un seul 17. Pendant ce temps, les notes mitigées d'Étienne étaient accueillies par « ça, c'est mon garçon », qui équilibre les études et le sport. C'est ce que les universités veulent voir. J'ai vite appris que les voies traditionnelles étaient les seules que mon père respectait. Quand j'ai rejoint le club d'informatique en 5e, papa s'est moqué. Les ordinateurs, c'est pour les gens qui ne peuvent pas gérer le monde réel, a-t-il dit au dîner en passant les pommes de terre à Étienne, qui venait d'intégrer l'équipe de football. Ma mère offrait de faibles défenses. Henri, Sophie explore juste ses intérêts, disait-elle doucement, pour être réduite au silence par son geste dédaigneux. Au lycée, je gagnais des compétitions régionales de technologie et je développais des applications logicielles de base qui attiraient l'attention de mes professeurs. Le conseiller d'orientation a convoqué mes parents pour discuter de mon aptitude extraordinaire et de mon potentiel pour les meilleures écoles d'ingénieurs. La technologie est encore un domaine risqué, a dit papa plus tard dans la voiture. Le droit, la médecine, la comptabilité, ce sont des carrières stables. Cette phase informatique passera. Mais ce n'était pas une phase. Tandis que mes camarades de classe décoraient leur chambre avec des affiches de groupes de musique, la mienne présentait les dernières innovations technologiques et des citations de femmes pionnières en informatique. Je veillais tard pour apprendre des langages de programmation, construire de petits programmes et rêver de créer quelque chose qui changerait le monde. Quand l'école polytechnique m'a accepté avec une bourse d'études substantielle, j'ai pensé, enfin, je verrai de la fierté dans les yeux de mon père. La région parisienne est trop loin, a-t-il dit à la place. L'université de Caen serait plus pratique. Tu pourrais vivre à la maison, économiser de l'argent. Ma mère, dans un rare moment d'intervention, m'a chuchoté plus tard, va à Polytechnique, Sophie. C'est ta chance. C'était la première fois que je réalisais qu'elle pouvait avoir ses propres regrets sur des choix non faits. La nuit avant mon départ pour l'université, papa m'a assise pour des conseils pratiques. Tu vas passer 5 ans à obtenir un diplôme qui pourrait ne pas aboutir. Tu pourrais te préparer à une déception, a-t-il prévenu. La bulle technologique a déjà éclaté une fois. Et un plan de secours. J'ai hoché la tête poliment, sachant déjà qu'il n'y aurait pas de plan de secours car il n'y aurait pas d'échec. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse, je réussirais si brillamment que même mon père ne pourrait le diminuer. L'école polytechnique était libératrice. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui pensaient comme moi, qui voyaient la technologie non pas seulement comme des outils, mais comme des solutions aux problèmes humains. À chaque congé quand je rentrais à la maison, la distance entre mon monde et celui de ma famille s'élargissait. Papa m'interrogeait sur les perspectives d'emploi tout en ignorant mon enthousiasme pour les projets et les innovations. C'est bien, mais quand est-ce que ça se transformera en une vraie carrière ? Est devenue sa réponse standard. En 3e année d'université, mes visites à la maison sont devenues plus courtes et moins fréquentes.
Les appels téléphoniques avec ma mère étaient programmés quand je savais que papa serait au travail. Étienne avait suivi le chemin préféré de papa dans la finance et était déjà préparé pour reprendre éventuellement l'entreprise d'assurance familiale que papa avait héritée de mon grand-père. Manon était au lycée, essayant toujours de naviguer dans les attentes de papa. La rupture finale est survenue pendant ma dernière année quand j'ai refusé une offre d'emploi sur d'une grande entreprise pour poursuivre mon idée de start-up. L'appel téléphonique avec mon père a duré moins de 5 minutes. « Tu fais une énorme erreur », a-t-il dit. « Peut-être », ai-je répondu, « mais ce sera mon erreur à moi. »« Ne viens pas pleurer chez moi quand tu échoueras », furent ses derniers mots avant que la ligne ne se coupe. Je ne l'ai pas fait. En fait, je n'ai pas appelé du tout pendant près de 2 ans. La première année après l'obtention de mon diplôme a été la plus difficile. Tandis que mes camarades de classe emménageaient dans des appartements élégants à Lyon ou à Nantes, je partageais un 2 pièces exigu à Palaiseau avec 3 autres aspirants entrepreneurs. Ma chambre était à peine plus grande qu'un placard, mais elle avait assez d'espace pour un bureau où je passais jusqu'à 16 heures par jour à coder. Pendant la journée, je travaillais comme développeuse junior pour une entreprise technologique locale, un travail qui payait les factures mais faisait peu pour faire avancer mes véritables ambitions. Les nuits et les week-ends appartenaient à mon projet passion, construire une plateforme de communication plus sécurisée qui priorisait la vie privée des utilisateurs d'une manière que les géants de la technologie ignoraient. 6 mois après le début de cette routine épuisante, j'ai rencontré Alix Chevalier lors d'un hackathon d'entreprise. Tandis que tout le monde créait des fonctionnalités tapa accent grave-l'œil, Alix et moi nous sommes connectés sur notre préoccupation commune concernant les vulnérabilités de la vie privée numérique. Elle avait une maîtrise en administration des affaires et une expérience en marketing qui complétait parfaitement mes compétences techniques. Le monde n'a pas besoin d'une autre plateforme de médias sociaux, a dit Alix lors de notre première vraie conversation dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à 2 heures du matin. Il a besoin d'une communication numérique à laquelle les gens peuvent faire confiance. Au lever du soleil, Connexion Sûre était née, du moins sur des serviettes en papier couvertes de nos notes et diagrammes frénétiques. Nous avons passé les 3 mois suivants à développer un prototype, travaillant chaque heure libre que nous avions. Quand nous nous sommes sentis prêtes, nous avons programmé des réunions avec des investisseurs providentiels. Notre présentation était soignée, notre prototype fonctionnel, notre passion indéniable et nous avons été rejetés 7 fois de suite. Trop de niche, a dit un investisseur. La vie privée ne vend pas de produits, a dit un autre. Revenez quand vous aurez des utilisateurs, a dit un troisième, ne comprenant pas que nous avions besoin de financement pour acquérir ces utilisateurs. Après le 7e rejet, j'ai trouvé Alix en larmes dans sa voiture. Peut-être que nous devrions abandonner, a-t-elle dit, en essuyant ses larmes. Peut-être qu'ils ont raison. Cette nuit-là, j'ai retiré presque toutes mes économies, 1400 €, et les ai transférées sur notre compte professionnel. Nous n'avons pas besoin d'eux, ai-je dit à Alix le lendemain. Nous nous financerons nous-mêmes jusqu'à ce que nous puissions leur prouver qu'ils ont tort. Nous avons déplacé nos opérations dans le studio d'Alix pour réduire les coûts et avons vécu de nouilles instantanées et de café tout en construisant notre plateforme. Nous avons lancé une version bêta avec des fonctionnalités minimales mais des protocoles de sécurité en béton. Pour le marketing, nous ne pouvions pas nous permettre des campagnes traditionnelles, alors nous avons ciblé les forums technologiques, les groupes de défense de la vie privée, et avons contacté personnellement des journalistes spécialisés dans la sécurité numérique. Notre première percée est venue lorsqu'un blogueur technologique respecté avec un public fidèle a écrit sur nous, Connexion Sûre représente ce que les grandes entreprises de technologie ont oublié, que les conversations privées des gens devraient réellement rester privées. L'article nous a apporté nos premiers 5000 utilisateurs. Leurs retours nous ont aidés à affiner la plateforme, et leur bouche à oreille a attiré plus d'utilisateurs. 6 mois après le lancement, nous avions 50 000 utilisateurs et avons attiré l'attention d'une petite société de capital risque spécialisée dans les startups de sécurité. Leur investissement 140 000 € pour une participation de 10% a été comme gagné à la loterie. Nous avons déménagé dans un vrai bureau, embauché 2 développeurs supplémentaires et accéléré nos plans de croissance. À la fin de la 2e année, nous avions 1,5 million d'utilisateurs et une réputation de plateforme de communication pour les personnes qui appréciaient la vie privée. De grandes entreprises ont commencé à utiliser Connexion Sûre pour leur communication interne. Des journalistes dans des régions politiquement sensibles l'ont adopté pour protéger leurs sources. Notre modèle de revenu était simple, le service de base était gratuit, mais les fonctionnalités améliorées et les applications professionnelles nécessitaient des frais d'abonnement. Durant notre 3e année,
nous avons décliné des offres d'acquisition de deux plus grandes entreprises technologiques, toutes deux voulant absorber nos protocoles de sécurité dans leurs plateformes existantes. Nous savions qu'elles finiraient par démanteler ce qui nous rendait spécial. Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour vendre la confiance de nos utilisateurs, ai-je dit à notre équipe de maintenant 15 personnes après avoir refusé une offre de plusieurs dizaines de millions d'euros. À la 5e année, Connexion Sûre était devenu un acteur majeur dans les communications sécurisées avec plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde. La valorisation de notre entreprise avait atteint des centaines de millions, et nous étions rentables, en croissance, et toujours indépendantes. Puis Omnidata, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, nous a approchés avec un autre type d'offre. Ils voulaient acquérir Connexion Sûre mais promettaient une autonomie opérationnelle complète et s'engageaient à maintenir nos normes de confidentialité par contrat. Leurs ressources nous aideraient à nous développer à l'échelle mondiale tout en préservant notre mission principale. Après des mois de négociations et de due diligence, nous avons accepté l'acquisition, 54 millions d'euros, avec 27 millions pour moi en tant qu'actionnaire majoritaire et 18 millions et demi d'euros pour Alix, le reste étant distribué parmi nos premiers employés et investisseurs. L'accord a été conclu 3 semaines avant Noël. Malgré la somme qui a changé ma vie maintenant sur mon compte en banque, j'ai décidé de ne pas faire de changements de style de vie radicaux immédiatement. Je vivais toujours dans mon modeste appartement, conduisais toujours ma Peugeot de 5 ans, et n'avais toujours pas parlé à ma famille de l'étendue de mon succès. Ils savaient que j'avais un travail dans la technologie et que mon entreprise se portait bien, mais rien de plus. Au fil des ans, le contact avait été minimal, des appels occasionnels avec maman, de rares échanges de textos avec Manon, et presque rien avec papa, sauf des salutations formelles quand il m'arrivait d'appeler à la maison pendant qu'il était là. Quand maman a appelé pour m'inviter au dîner de Noël, sa voix portait une note d'insistance inhabituelle. « Cela fait 3 ans que tu n'es pas rentrée à la maison pour les fêtes, Sophie. Ton père est bien, il vieillit. Nous tous. La famille devrait être ensemble pour Noël. » Quelque chose dans son ton m'a fait accepter. Peut-être était-il temps de revisiter le passé maintenant que j'étais en sécurité dans mon présent. Peut-être, pensais-je naïvement, les choses seraient différentes maintenant. Je n'avais aucune idée à quel point les choses deviendraient différentes, mais pas de la manière que j'avais espéré. Le trajet jusqu'à la maison de style normand de mes parents dans la campagne normande ressemblait à un voyage dans le temps. Chaque point de repère familier déclenchait des souvenirs certains chaleureux, beaucoup difficiles. J'ai délibérément laissé ma Tesla à la maison et loué une Renault Clio pour le voyage, pas prête à répondre à des questions sur ma situation financière. La maison était exactement comme je m'en souvenais, une pelouse immaculée maintenant saupoudrée de feuilles mortes, une couronne de saison sur la porte d'entrée, et le même panneau de bienvenue, les Dubois, que ma mère avait fabriqué lors d'un atelier de quartier des années auparavant. Je suis resté assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant mon courage avant de finalement prendre mon sac de voyage et le vin que j'avais apporté. Maman a ouvert la porte avant que je puisse frapper, me serrant dans une étreinte forte qui sentait le pain d'épices et le même parfum qu'elle avait porté tout au long de mon enfance. « Tu es là » a-t-elle chuchoté, me tenant un moment plus longtemps que nécessaire. « Tu es magnifique, ma chérie. » Derrière elle, la maison bourdonnait d'activité. Des voix provenaient de la cuisine et du salon, plus de voix que je ne l'attendais. J'ai aussi invité la famille élargie, a expliqué maman, notant ma surprise. Oncle François et tante Diane, cousine Julie et son mari, et bien sûr, la famille d'Étienne. Même Manon a amené quelqu'un de spécial cette année. Mon estomac s'est noué. Je m'étais préparé pour ma famille immédiate, pas pour un public. Papa est sorti de son bureau, plus âgé que dans mon souvenir. Ses cheveux avaient complètement grisonné, et de nouvelles rides sillonnaient son visage. Il a hoché la tête formellement, tendant la main comme pour saluer un associé. « Sophie, tu es venue. » Je lui ai serré la main, remarquant comment nous retournions par défaut à la même distance que nous avions établie des années auparavant. « Salut, papa. Merci de m'accueillir. »« C'est l'œuvre de ta mère » a-t-il répondu avec un petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle planifie cette réunion depuis des semaines. Avant que la gêne ne puisse s'installer, Manon a fait irruption dans le hall d'entrée, son énergie allégeant instantanément l'atmosphère. À 26 ans, ma sœur s'était épanouie en une jeune femme confiante, n'étant plus l'adolescente silencieuse dont je me souvenais. « Sophie » a-t-elle crié, me jetant les bras autour du cou. « Je n'arrive pas à croire que tu es vraiment là. Viens rencontrer Thomas. Il est dans le salon,
probablement en train de se faire interroger par Étienne. Alors que Manon me tirait vers le salon, maman a crié derrière nous, « Sophie, ta chambre est prête à l'étage. Je l'ai gardée telle que tu l'as laissée. » Le salon était bondé de membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Oncle François, le frère cadet de papa, avait perdu la plupart de ses cheveux mais rien de sa personnalité bruyante. Il m'a serré la main vigoureusement. La nièce prodigue est de retour. Toujours en train de jouer avec les ordinateurs dans la grande ville. Avant que je puisse répondre, tante Diane est intervenue, « François, ne commence pas. Laisse la fille respirer avant de commencer l'inquisition. » Elle m'a serré chaleureusement dans ses bras. « Ignore-le, Sophie. Nous sommes juste heureux que tu sois là. » Cousine Julie m'a offert une brève étreinte tandis que son mari hochait poliment la tête. J'ai reconnu le petit ami de Manon, Thomas, d'après les photos qu'elle avait partagées grand, au visage bienveillant, avec un sourire sincère en me serrant la main. Puis vint la réunion la plus compliquée. Étienne se tenait près de la cheminée, ayant tout l'air d'un conseiller financier prospère dans son pull en cachemire et son jean de marque. À côté de lui, sa femme, Nathalie, maintenait sa posture parfaite. Leurs 2 enfants, un garçon et une fille d'environ 8 et 6 ans, étaient assis sagement sur le canapé dans des tenues assorties. « Petite sœur », a dit Étienne avec son sourire exercé. La mystérieuse gourou de la technologie nous honore de sa présence. J'ai rendu son sourire avec une insincérité égale. « Content de te voir aussi, Étienne. » Nathalie m'a fait la bise près de la joue. « Sophie, tu as l'air à l'aise. Tu as voyagé loin aujourd'hui ? » « Juste de Paris », ai-je répondu, sachant qu'elle cherchait des détails sur ma vie. « Paris est si pittoresque comparé à Londres », a-t-elle dit, mentionnant leur appartement dans le 16e arrondissement pour la première des nombreuses fois de la soirée. Les enfants, Madeleine et Côme, ont offert des salutations répétées qui m'ont fait me demander s'ils avaient été coachés sur la manière de s'adresser à leur tante longtemps absente. Je me suis échappé dans la cuisine, offrant d'aider maman avec les préparatifs du dîner. Elle m'a assigné à la coupe des légumes, une tâche à l'abri de ses opérations culinaires plus complexes. « Étienne se débrouille très bien », a-t-elle dit en vérifiant quelque chose dans le four. Il a été promu conseiller financier principal dans son cabinet. Ils ont acheté une maison de week-end à Deauville l'été dernier. J'ai hoché la tête, me concentrant sur la création de morceaux de carottes perfectly uniformes. Et Manon enseigne maintenant, en 2e année. Thomas est dans l'administration de l'éducation. Il pense se fiancer bientôt. Le sous-entendu était clair, mes frères et sœurs suivaient des chemins traditionnels et atteignaient les étapes attendues. Et toi, ma chérie? Quelqu'un de spécial dans ta vie? Pas en ce moment, ai-je répondu. Le travail me tient occupé. Maman s'est arrêtée, une cuillère en bois à la main. À ce sujet, que fais-tu exactement ces jours-ci? Ton père a mentionné quelque chose à propos d'une start-up. Avant que je puisse formuler une réponse honnête mais pas révélatrice, oncle François est entré dans la cuisine, se dirigeant directement vers le réfrigérateur et la bière à l'intérieur. « Hélène, ta dinde sent incroyablement bon comme toujours », a-t-il dit en ouvrant une canette. Puis, baissant la voix, il a dit, « Henri a-t-il mentionné quelque chose à propos de l'entreprise récemment ?» J'essaie de l'attraper seul. L'expression de maman s'est resserrée presque imperceptiblement. « François, c'est une fête de famille. Les affaires peuvent attendre. » Bien sûr, a-t-il rétropédalé, bien que j'aie surpris le regard inquiet qu'il a lancé vers le bureau où papa s'était retiré. Alors qu'oncle François partait, j'ai entendu des bribes de conversation de la salle à manger où Nathalie dirigeait ses enfants pour mettre la table. Tante Sophie n'a pas d'enfant parce qu'elle se concentre sur sa carrière, a-t-elle expliqué sur un ton qui suggérait que c'était un récit édifiant plutôt qu'un choix valable. C'est pourquoi il est important d'équilibrer vos priorités dans la vie. J'ai serré le couteau plus fort, me concentrant sur le son rythmique de la coupe. Maman m'a touché doucement l'épaule. Ils ne le pensent pas, ma chérie. Ils ne comprennent tout simplement pas ton monde. Et je ne pense pas qu'ils le veuillent, ai-je répondu doucement. Plus tard, je me suis éclipsé dans le jardin pour prendre l'air et j'y ai trouvé Manon, cherchant également refuge. Déjà trop de famille? A-t-elle taquiné, m'offrant une gorgée de sa flasque cachée. J'ai ri, acceptant l'offre de paix. C'est beaucoup à encaisser d'un coup. Essaie de vivre à distance de conduite, a-t-elle soupiré. Les dîners du dimanche sont obligatoires, selon papa.
Il est très tendu ces derniers temps, cependant. Personne ne dit pourquoi. Que se passe-t-il? Manon a haussé les épaules. Aucune idée, mais il se passe quelque chose avec l'entreprise familiale. Papa et Étienne ont eu des réunions à huis clos, et oncle François n'arrête pas d'appeler à des heures indues. J'ai noté cette information, curieuse mais ne voulant pas fouiller davantage. Nous sommes restés dans un silence confortable jusqu'à ce que maman appelle tout le monde pour le dîner. En rentrant, Manon m'a serré la main. Je suis vraiment contente que tu sois là, Sophie. Quoi qu'il arrive. Ces mots semblaient sinistrement prophétiques. Alors que nous rejoignions la réunion de famille, la salle à manger brillait avec la meilleure porcelaine de maman et les candélabres en argent réservés aux occasions spéciales. De la vapeur s'élevaient des plats de service remplis de mets traditionnels de Noël, dinde dorée, sauce aux érelles, farce, purée de pommes de terre, et 3 accompagnements de légumes différents parce que maman ne pouvait jamais décider lequel était le plus populaire. Papa a pris sa place en bout de table, maman à l'autre bout. Étienne et sa famille étaient assis à la droite de papa, la place d'honneur, tandis que Manon, Thomas et moi étions disposés à gauche. Oncle François, tante Diane, et cousine Julie avec son mari occupaient les sièges restants. Avant de manger, a annoncé papa, joignons nos mains pour le bénédiciter. J'ai pris à contre-cœur la main de Manon d'un côté et la paume moite d'oncle François de l'autre. Alors que papa commençait sa prière annuelle de Noël, Seigneur, nous te remercions pour cette abondance devant nous et pour la famille réunie pour la partager. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fourni à ceux qui travaillent avec diligence et apprécient ce qu'ils ont plutôt que de courir après ce qu'ils désirent. Bénis cette nourriture pour nos corps et aide-nous à nous souvenir que le vrai succès vient de la stabilité et de la sagesse, non du risque et de la rébellion. Amen. Les messages pointus n'étaient pas subtils. J'ai surpris Manon rouler des yeux alors que tout le monde répétait « Amen » et se servait dans les plats. Les 15 premières minutes se sont passées dans une paix relative, concentrée sur la distribution de la nourriture et les premiers compliments sur la cuisine de maman. Puis, comme suivant un script invisible, la conversation s'est tournée vers les accomplissements de chacun au cours de l'année écoulée. Oncle François a commencé prudemment. Les affaires ont été difficiles cette année, mais nous traversons la tempête. La liste de clients en design d'intérieur de Diane ne cesse de s'allonger, cependant. Tante Diane a souri modestement. Juste quelques recommandations de clients satisfaits. Cousine Julie a mentionné une promotion dans son cabinet comptable tandis que son mari parlait de l'expansion de son cabinet dentaire. Quand l'attention s'est tournée vers Étienne, il s'est redressé imperceptiblement. En fait, nous avons des nouvelles excitantes. Lambert et associé envisagent de me nommer associé l'année prochaine. Papa rayonnait d'une fierté non dissimulée. C'est fantastique, mon fils. Le plus jeune associé de l'histoire du cabinet. Potentiellement, a acquiescé Étienne, savourant l'approbation. Rien n'est définitif, mais l'associé directeur m'a emmené jouer au golf le week-end dernier. C'est généralement un bon signe. Nathalie est intervenue. Nous regardons déjà les écoles privées à Paris pour les enfants. Les listes d'attente sont atroces, mais le colocataire d'université d'Étienne siège au conseil d'administration du lycée Fénelon-Sainte-Marie. Maman s'est tournée vers Manon. Et toi, ma chérie? Comment vont tes élèves cette année? Manon s'est illuminée. Ils sont merveilleux. Nous venons de terminer un projet scientifique sur les écosystèmes qui a même été mentionné dans le journal local. Papa a hoché la tête poliment mais sans l'enthousiasme qu'il avait montré pour les nouvelles d'Étienne. L'enseignement est une noble profession, a-t-il dit, sa réponse standard aux mises à jour de carrière de Manon. Thomas a ajouté, Manon a été reconnue par le district pour son programme innovant. On parle de sa présentation à une conférence régionale sur l'éducation. Cela a valu un hochement de tête légèrement plus intéressé de la part de papa avant qu'il ne se tourne vers moi. La table est tombée dans un silence expectant. Et toi, Sophie? Toujours avec cette start-up? Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai pris une gorgée d'eau prudente, gagnant du temps pour formuler ma réponse. Oui. Connexion Sûre se porte bien. Nous nous sommes considérablement développés ces dernières années. Connexion Sûre, oncle François s'est animé. Je crois que j'ai lu quelque chose à ce sujet récemment. Je me suis légèrement tendu. La nouvelle de l'acquisition avait été publiée dans des publications économiques, mais pas en première page des médias grand public. Que fait exactement ton entreprise déjà? A demandé Étienne,
avec une légère condescendance dans le ton, suggérant que quoi que ce soit ne pouvait se comparer au conseil financier. Nous développons une technologie de communication sécurisée, ai-je expliqué. Notre plateforme protège la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données pour les particuliers et les entreprises. Papa a coupé sa dinde avec une précision méthodique. Ça a l'air instable. Le secteur de la technologie est si volatile. En fait, ai-je contré calmement, la sécurité numérique est l'un des domaines les plus stables et en croissance en ce moment. Chaque entreprise en a besoin, surtout avec l'augmentation des violations de données. Papa a émis un son dédaigneux. Jusqu'à ce que la prochaine nouveauté arrive. C'est le problème avec la technologie. Toujours en changement, sans fondation. Le changement stimule l'innovation, papa. Ce n'est pas quelque chose à craindre. L'innovation, a-t-il répété le mot comme s'il avait un goût amer. Je préfère les modèles économiques éprouvés qui résistent à l'épreuve du temps. Comme l'assurance, comme le conseil financier. Il a fait un signe de tête vers Étienne. L'économie numérique est l'avenir, ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale. Elle ne va nulle part. Le besoin de services réels et tangibles non plus, a contré papa. Les gens auront toujours besoin d'une assurance. Ils auront toujours besoin de conseils financiers. Que se passera-t-il quand les gens décideront qu'ils n'ont pas besoin de l'application que tu as créée? Ce n'est pas une application, c'est une plateforme de communication, ai-je corrigé. Et nous avons plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde. Cela a provoqué une pause momentanée à table. Étienne a levé brusquement les yeux de son assiette. 30 millions d'utilisateurs? A répété Manon, impressionnée. J'ai hoché la tête, regrettant immédiatement d'avoir partagé même ce petit détail. Les utilisateurs ne sont pas synonymes de profit, a dit papa avec dédain. Combien d'employés as-tu? Quel est ton modèle de revenu? Henri, est intervenue maman. Ce n'est pas une réunion de travail. Oncle François, cependant, semblait soudainement intéressé. 30 millions, c'est significatif. Cherches-tu des investisseurs? J'envisage de diversifier. Papa lui a lancé un regard irrité avant de se tourner à nouveau vers moi. François ne comprend pas que les chiffres d'utilisateurs sont tout le temps gonflés dans la technologie. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Quelque chose en moi a craqué. 5 ans de succès, a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort, à construire quelque chose de significatif, et ils ne pouvaient toujours pas le reconnaître. Nos chiffres sont audités et vérifiés, ai-je dit, ma voix plus froide maintenant. Nous avons récemment conclu un important accord d'acquisition. La table est redevenue silencieuse. Même Étienne semblait pris au dépourvu. Acquisition? Les yeux de papa se sont rétrécis. Tu as vendu ton entreprise. J'ai soutenu son regard. Oui. À Omnidata Technologies. Oncle François a failli s'étouffer avec son vin. Omnidata? Le géant Omnidata? C'est l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Europe. C'est bien ça, ai-je confirmé, observant attentivement la réaction de papa. Pour combien? A demandé Étienne sans détour, s'attirant un regard sévère de sa femme pour cette question inappropriée. J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'une vérité partielle était nécessaire. Assez pour être à l'aise pendant un bon moment. Le visage de papa avait légèrement rougi. Si cette acquisition a vraiment eu lieu. C'est le cas, ai-je interrompu. Il y a 3 semaines. Alors pourquoi conduis-tu une Clio de location et ne diffuses-tu pas ce prétendu succès? A-t-il défié, sa voix montant. Pourquoi n'avons-nous rien entendu à ce sujet avant maintenant? Parce que mon succès ne vise pas à impressionner les autres, ai-je répondu calmement. Et franchement, tu ne t'es jamais intéressé à ma carrière auparavant. Ne prends pas ce ton avec moi, a prévenu papa. Si tu as eu un petit succès, tant mieux pour toi. Mais ne viens pas chez moi commencer à exagérer pour te donner de l'importance. Je n'exagère pas, ai-je dit, sentant des décennies de mépris se cristalliser en ce moment. Vraiment? Sa voix dégoulinait de sarcasme. Alors pourquoi ne pas nous dire exactement à combien s'élevait cette acquisition significative, puisque tu es soi-disant si réussi maintenant? La table était devenue complètement silencieuse. Maman avait l'air bouleversée, Manon inquiète. Même Étienne semblait mal à l'aise avec la tournure de la conversation.
Je n'ai rien à te prouver, ai-je dit doucement. Jamais. Papa a frappé la table de sa main, faisant trembler la vaisselle. Ça a toujours été ton problème, Sophie. Que des paroles, aucune substance, vivant dans un monde imaginaire de technologie pendant que le reste de la famille construit de vraies carrières et de vraies vies. Henri. A haleté maman. Mais papa était lancé, des années de désapprobation se déversant. Tu as tourné le dos à chaque opportunité que j'ai essayé de te donner. Tu as refusé des conseils de carrière solides. Tu as poursuivi des chimères au lieu de construire quelque chose avec des fondations. Et maintenant tu reviens après avoir à peine communiqué pendant des années, faisant des affirmations extravagantes sur un grand accord commercial. Je me suis levé lentement, posant ma serviette à côté de mon assiette. Je pense que je devrais y aller. Assieds-toi, a ordonné papa. Nous n'avons pas fini. Moi, si, ai-je répondu, étonnamment calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Papa s'est également levé, le visage rouge de colère. Si tu sors par cette porte, ne te donne pas la peine de revenir tant que tu ne seras pas prête à être honnête avec cette famille. J'ai regardé autour de la table, la détresse de ma mère, le soutien silencieux de Manon, la fascination mal à l'aise d'Étienne, et le mélange de gêne et de curiosité sur les visages de tous les autres. Pour ce que ça vaut, ai-je dit doucement, l'acquisition était de 54 millions d'euros. Ma part était de 27 millions. Mais tu as raison sur une chose, papa. J'aurais dû être honnête bien plus tôt. Honnête sur le fait que ton approbation ne viendrait jamais, peu importe ce que j'accomplirais. Le choc qui s'est inscrit sur son visage valait presque l'humiliation publique. C'est un mensonge, a-t-il balbutié. Tu t'attends à ce que nous croyions. Je me fiche de ce que vous croyez maintenant, ai-je interrompu. C'est la liberté qui vient avec l'acceptation finale que je n'ai pas besoin de votre validation. Sors, a dit papa, sa voix dangereusement calme. Sors de ma maison. J'ai attrapé mon sac à main sur le buffet. Au revoir à tous. Joyeux Noël. En sortant, j'ai entendu l'explosion de voix derrière moi, des questions, des exclamations, maman qui appelait mon nom. Mais je ne me suis pas retourné. Pour la première fois de ma vie, je partais selon mes propres termes, pas en m'éclipsant en défaite. L'air froid de décembre m'a frappé le visage alors que je fermais la porte d'entrée derrière moi. Et malgré tout, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le trajet jusqu'à mon hôtel était flou. Mes mains tremblaient sur le volant, l'adrénaline parcourant toujours mon système. Je n'avais jamais parlé à mon père de cette façon, jamais révélé autant de choses devant toute la famille. Le barrage avait cédé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. À l'hôtel, je me suis effondré sur le lit, émotionnellement épuisé mais étrangement calme. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Manon, oh mon Dieu Sophie, est-ce que ça va? Je vais bien, ai-je répondu par texto. Désolé d'avoir gâché le dîner. Tu plaisantes? C'était le Noël le plus excitant que nous ayons jamais eu. Papa en bafouille encore. Étienne a l'air d'avoir avalé un citron. Oncle François n'arrête pas de demander si quelqu'un a ta carte de visite. Malgré tout, j'ai souri. Puis mon téléphone a sonné. Maman. J'ai hésité avant de répondre. Sophie? Sa voix était faible d'inquiétude. Où es-tu? À l'hôtel Mercure en ville. Je vais bien, maman. Elle a soupiré lourdement. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Ton père était complètement déplacé. C'est bon. Ça couvait depuis des années. C'était vrai? A-t-elle demandé avec hésitation. Ce que tu as dit à propos de l'argent? J'ai fermé les yeux. Oui. Chaque mot. Un long silence a suivi. Je n'ai jamais su. Tu n'as jamais rien dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose pour papa? Un autre silence. J'aimerais le penser, mais je ne sais pas. Il a toujours eu des idées si arrêtées sur le succès. Après avoir promis de l'appeler demain, j'ai mis fin à l'appel et commandé le service en chambre. J'avais besoin de temps pour traiter ce qui s'était passé et décider de mes prochaines étapes. En attendant ma nourriture, j'ai parcouru les alertes d'actualité sur mon téléphone et je me suis figé.
C'était là, un journal économique avait publié un article détaillé sur l'acquisition de Connexion Sûre par Omnidata, avec le prix de vente et mon nom bien en évidence en tant que cofondatrice et actionnaire majoritaire. La nouvelle était officiellement publique. En moins d'une heure, mon téléphone a explosé de notifications, des messages textes de membres de la famille qui avaient apparemment vu l'article partagé sur les réseaux sociaux, des demandes de connexion LinkedIn de parents éloignés que je me rappelais à peine, 3 appels manqués d'oncle François. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai mangé mon club sandwich en paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 nouvelles notifications. La plus surprenante était un texto d'Étienne, « Je viens de voir les nouvelles. Félicitations. C'est vraiment impressionnant. Prenons un café avant que tu ne retournes à Paris. » Maman avait appelé 2 fois de plus. Manon avait envoyé plusieurs messages de soutien. Et enfoui parmi les notifications se trouvait un courriel du président directeur général d'Assurance Dubois, l'entreprise de mon père, remerciant Connexion Sûre pour leur service et mentionnant qu'il se réjouissait de poursuivre leur relation d'affaires. Cela m'a arrêté net. Je n'avais pas réalisé que l'entreprise de mon père utilisait notre plateforme. Par curiosité, je me suis connecté à notre tableau de bord client et j'ai cherché « Assurance Dubois ». En effet, ils étaient clients depuis plus d'1 an, utilisant notre pack de sécurité d'entreprise pour leur communication interne et la protection des données de leurs clients. Avec une suspicion croissante, j'ai vérifié qui avait autorisé le compte et j'ai trouvé le nom d'Étienne. Une enquête plus approfondie a révélé qu'il s'était inscrit peu de temps après qu'une violation de données majeure chez une entreprise d'assurance concurrente ait fait les gros titres. Il payait des prix de premier ordre pour notre pack de sécurité le plus complet. En continuant à chercher dans notre base de données clients, j'ai trouvé d'autres connexions. L'entreprise de développement immobilier en difficulté d'oncle François était également cliente. Le cabinet comptable de cousine Julie. Même le cabinet d'avocat du père de Nathalie. Tous étaient devenus clients au cours des 18 derniers mois. J'étais encore en train de traiter cette information quand Manon a appelé. « Il faut que tu saches ce qui se passe », a-t-elle dit sans préambule. L'entreprise de papa est en difficulté. Ça fait un moment, apparemment. Quel genre de difficultés? Des difficultés financières. Étienne l'a laissé échapper hier soir après que tout le monde soit parti. Papa a hypothéqué la maison il y a 2 ans pour maintenir l'entreprise à flot. Puis ils ont contracté d'autres prêts pour investir dans une entreprise d'Étienne qui n'a pas marché. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. C'est grave à quel point? Assez grave pour que oncle François essaie de convaincre papa de le laisser investir, de devenir partenaire. Assez grave pour qu'il compte sur la prime de partenariat potentielle d'Étienne pour les renflouer. J'ai pensé au compte d'entreprise qu'Assurance Dubois avait avec Connexion Sûre, 140 000 € par an pour notre pack de services premium, ce qui était en fait plus que ce dont ils avaient probablement besoin pour une entreprise de leur taille. Mon téléphone a sonné avec une nouvelle notification de courriel, oncle François, avec pour objet, opportunité d'investissement passionnante. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour en deviner le contenu. Il y a plus, a poursuivi Manon. Ce matin, après que cet article est devenu viral dans nos cercles familiaux, papa avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir une erreur, que ses évaluations technologiques sont de toute façon toutes gonflées. Et Étienne soudainement ton plus grand fan. Il a dit à qui voulait l'entendre qu'il a toujours su que tu avais du potentiel et comment il t'avait guidé vers la technologie très tôt. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'absurdité. Tout au long de la journée, les messages ont continué, des félicitations voilant à peine des demandes de « réunion de rattrapage », tante Diane se demandant si j'aurais besoin de services de design d'intérieur pour « la nouvelle maison que vous achèterez », cousine Julie demandant si j'avais besoin d'une « réduction familiale sur la préparation des impôts pour votre nouvelle situation financière ». Le soir, le message le plus révélateur est arrivé, un courriel formel d'Étienne détaillant une opportunité d'investissement de premier plan dans une nouvelle division d'Assurance Dubois axée sur la transformation numérique. Le plan d'affaires joint demandait 1 850 000 € en échange d'une participation de 15%. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de l'éclat de la veille, juste une proposition commerciale comme si de rien n'était. Je l'ai transféré à ma conseillère financière avec une simple question, à considérer? Sa réponse est venue rapidement, les données financières ne tiennent pas la route. Une dette existante importante non divulguée dans la proposition principale mais enfouie dans les annexes. Je ne le recommanderais pas.
La dernière pièce du puzzle est arrivée quand j'ai décidé de vérifier le compte personnel de mes parents sur Connexion Sûre et j'ai découvert qu'ils en avaient créé un quelques heures seulement après mon départ du dîner de Noël. Étienne et Nathalie, et oncle François aussi. Soudain, toute ma famille était très intéressée par mon entreprise technologique, instable. Je me suis assise dans le fauteuil de ma chambre d'hôtel, fixant le plafond. La famille qui avait méprisé ma carrière pendant des années utilisait non seulement ma plateforme, mais essayait activement de profiter de mon succès. Le même père qui m'avait mis à la porte dirigeait son entreprise avec une technologie que j'avais aidé à créer. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai pris mon téléphone et composé un message au directeur des services à la clientèle de mon entreprise, besoin de discuter du traitement spécial de plusieurs comptes. J'appellerai le matin. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais il était définitivement temps de fixer des limites. Le lendemain de Noël, alors que la plupart des Français échangeaient leurs cadeaux ou profitaient des soldes, j'étais assise dans ma chambre d'hôtel avec mon ordinateur portable ouvert et un nouveau sentiment de détermination. Je n'étais plus en colère, juste lucide sur ce qui devait se passer ensuite. D'abord, j'ai appelé Alix, ma partenaire commerciale. Malgré le jour férié, elle a répondu immédiatement. « Je vois que ton drame familial a atteint ta liste de contacts », a-t-elle dit au lieu de « bonjour ». 3 messages de différents Dubois sont arrivés sur le courriel de l'entreprise pendant la nuit. « C'est en fait pour ça que j'appelle », ai-je répondu, expliquant la situation en détail. Alix a écouté sans interrompre, puis a dit simplement « De quoi as-tu besoin de ma part ?» Du soutien pour ce qui pourrait sembler être un geste mesquin, mais qui vise en fait à établir des limites. « Tu n'as littéralement jamais rien fait de mesquin depuis que je te connais », a-t-elle dit. Quel est le plan ? J'ai exposé ma stratégie, restreindre temporairement l'accès aux comptes professionnels de la famille Dubois. Pas les bloquer définitivement, mais mettre en place un « examen de service » qui mettrait leur accès en pause pendant 72 heures. C'était un protocole que nous utilisions parfois pour les comptes montrant des schémas d'activité inhabituels, parfaitement justifiables d'un point de vue commercial. Ils auront toujours accès à leurs données stockées via notre portail de sauvegarde d'urgence, mais avec des fonctionnalités limitées, ai-je expliqué. Rien qui ne nuirait réellement à leurs opérations commerciales, juste assez gênant pour attirer leur attention. Et les comptes personnels qu'ils viennent de créer ? Même traitement. Je veux qu'ils comprennent que je suis consciente de leur intérêt soudain pour mon entreprise. Alix est restée silencieuse un moment. Tu sais que ça va forcer une confrontation. C'est le but, ai-je dit. Nous allons avoir cette conversation, mais cette fois-ci, selon mes termes. Après avoir raccroché, j'ai contacté notre directeur des services à la clientèle et notre équipe juridique pour m'assurer que tout était fait dans les règles. À midi, l'examen de service était en place, avec des notifications formelles envoyées automatiquement à tous les comptes concernés expliquant la restriction temporaire et fournissant l'accès au portail de sauvegarde limité. Puis j'ai appelé Manon et lui ai proposé de déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, loin du quartier de nos parents. J'ai besoin de comprendre exactement ce qui se passe avec l'entreprise de papa, lui ai-je dit après que nous ayons commandé. Le tableau complet, pas seulement ce qu'Étienne a laissé échapper. Manon a remué son café pensivement. Ça a commencé il y a environ 3 ans. Le plus gros client de papa a confié ses affaires à un concurrent, ce qui a anéanti près de 30% des revenus de l'entreprise du jour au lendemain. Pourquoi n'a-t-il pas diversifié sa base de clients ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Papa avait toujours cru en la sécurité des relations établies plutôt qu'au risque de l'expansion. Parce que cela aurait signifié admettre que son modèle économique avait besoin d'être mis à jour, a dit Manon avec un regard entendu. Au lieu de ça, il a essayé de tout maintenir comme si rien n'avait changé. Puis, il y a environ 2 ans, Étienne l'a convaincu d'investir dans ce produit financier révolutionnaire qui était censé rapporter d'énormes rendements. Laisse-moi deviner, ce n'est pas arrivé. Pire que ça. Ils ont perdu presque tout ce qu'ils avaient investi, ce qui était considérable. Papa a dû hypothéquer la maison juste pour maintenir l'entreprise en activité. Puis ils ont contracté des prêts supplémentaires en utilisant l'entreprise comme garantie. J'ai grincé des dents. Et maintenant, ils restent à peine à flot. La banque leur a donné jusqu'à la fin de l'année pour montrer une amélioration significative, sinon ils réclameront les prêts. Maman ne sait même pas à quel point c'est grave. Elle pense qu'ils traversent juste un problème de trésorerie temporaire. Est-ce que papa blâme Étienne pour le mauvais investissement ?
Manon a secoué la tête. C'est la partie folle. Papa voit ça comme des forces du marché hors de leur contrôle plutôt que comme une erreur de jugement fondamentale. Mais si tu avais suggéré la même chose, papa n'aurait jamais cessé de te blâmer. Le double standard était si familier qu'il ne piquait presque plus. Il y a une autre chose, a dit Manon avec hésitation. La santé de papa n'a pas été excellente. Le stress l'affecte. Maman s'inquiète, mais tu connais papa, il refuse de reconnaître toute faiblesse. Cela m'a fait réfléchir. Quelles que soient les limites que je devais établir, je ne voulais pas ajouter un stress excessif à une situation déjà difficile. Et toi? Ai-je demandé. Comment gères-tu tout ça? Manon a haussé les épaules. Je suis enseignante. Mon style de vie n'a jamais dépendu de l'argent de la famille. Thomas et moi vivons selon nos moyens. Nous nous en sortirons, quoi qu'il arrive avec l'entreprise. Après le déjeuner, je suis retourné à l'hôtel pour trouver plusieurs messages de plus en plus urgents qui m'attendaient. Étienne avait découvert la restriction de compte et exigeait une résolution immédiate. Oncle François avait appelé 3 fois. Même papa avait envoyé un courriel sec demandant des informations sur elle, interruption de service affectant Assurance Dubois. Plutôt que de répondre individuellement, j'ai composé un seul message à leur intention à tous, je suis au courant de l'examen de service affectant vos comptes. J'aimerais discuter de cela et d'autres questions en personne. Je serai au restaurant, la scène en vue, demain à midi. Ce sera la seule occasion d'aborder la situation avant mon retour à Paris. Ensuite, j'ai contacté ma conseillère financière et lui ai demandé de préparer une analyse complète de la situation financière d'Assurance Dubois sur la base des données qu'ils avaient fournies dans leur proposition d'investissement. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire avant de prendre des décisions. Ce soir-là, maman a de nouveau appelé. Ton père est très contrarié par quelque chose qui concerne les systèmes informatiques au travail, a-t-elle dit avec prudence. Il a mentionné ton entreprise. Oui, il y a un examen de service temporaire en cours, ai-je confirmé. Rien d'inquiétant, juste un protocole de sécurité standard. Elle est restée silencieuse un moment. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Pas entièrement, ai-je répondu honnêtement. Mais le moment nous donne l'occasion de mettre les choses au clair. J'ai invité papa et Étienne à me rencontrer demain pour tout discuter. Il est fier, Sophie. Trop fier parfois. Je sais, maman, mais il ne s'agit pas de le punir. Il s'agit d'établir une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel. Passeras-tu à la maison avant de quitter la ville? J'aimerais te voir sans tout ce drame. J'ai promis que je le ferais, puis j'ai passé la soirée à me préparer pour ce qui serait probablement la négociation la plus importante de ma vie personnelle. Le lendemain, je suis arrivé au restaurant 30 minutes en avance, choisissant une table privée à l'arrière. Je m'étais habillé de manière professionnelle mais pas ostentatoire, un simple blazer sur un chemisier et un pantalon, ma tenue de travail standard. Je voulais être prise au sérieux sans étaler mon succès. Papa est arrivé le premier, exactement à l'heure, son visage un masque prudent de neutralité. Étienne a suivi quelques minutes plus tard, puis oncle François, l'air nerveux. Je n'avais pas spécifiquement invité François, mais je n'étais pas surprise qu'il soit venu. Merci de me rencontrer, ai-je commencé une fois qu'ils se sont assis. J'ai pensé qu'il serait préférable de tout aborder en même temps. En commençant par la raison pour laquelle nos comptes professionnels sont restreints, a demandé papa, sa voix étroitement contrôlée. C'est une partie du problème, ai-je reconnu. Mais d'abord, je veux être clair sur quelque chose. Je suis au courant de la situation financière d'Assurance Dubois. Je connais les prêts, l'hypothèque et l'investissement raté. Le visage de papa a rougi tandis qu'Étienne détournait le regard, mal à l'aise. Ce sont des affaires privées de l'entreprise, a dit papa sèchement. C'est devenu mes affaires quand vous avez commencé à utiliser les services de connexion sûre et certainement quand Étienne m'a envoyé une proposition d'investissement, ai-je répondu calmement. Une proposition, d'ailleurs, qui omettait des informations cruciales sur l'endettement de votre entreprise. Oncle François a regardé Étienne d'un air vif, qui a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Quant aux restrictions de compte, ai-je continué, elles sont temporaires et seront levées d'ici demain. Elles ont été mises en œuvre parce que plusieurs membres de ma famille ont créé des comptes personnels immédiatement après avoir appris ma situation financière, suivi de sollicitations d'investissement qui semblaient opportunistes plutôt que relationnelles.
Attendez une minute, a commencé papa, mais j'ai levé la main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je ne suis pas ici pour embarrasser qui que ce soit ou pour vous tenir rigueur du passé. Je suis ici pour établir de nouveaux paramètres pour nos relations familiales et professionnelles à l'avenir. J'ai sorti 3 dossiers que j'avais préparés et les ai fait glisser sur la table. Ceux-ci contiennent les conditions dans lesquelles je suis prête à aider avec la situation financière d'Assurance Dubois. Elles ne sont pas négociables, mais elles sont, je crois, plus que justes. La main de papa tremblait légèrement en ouvrant son dossier. J'ai vu ses yeux s'écarquiller en lisant la première page. C'est un prêt structuré à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché, ai-je confirmé, suffisant pour rembourser votre dette actuelle à taux d'intérêt élevé et fournir un capital d'exploitation pour 18 mois. Aucune participation au capital n'est requise, mais il y a des conditions. La condition principale, comme il le lirait bientôt, était une thérapie familiale, au moins 6 séances avec nous tous présents. De plus, j'exigeais une consultation commerciale formelle pour moderniser les opérations d'Assurance Dubois, avec papa et Étienne légalement tenus de mettre en œuvre les changements recommandés. Tu veux contrôler mon entreprise? A demandé papa, sa voix s'élevant légèrement. Non, ai-je dit fermement. Je veux la sauver. But I want to invest in a business that refuse to adapt, and I want to maintain a relationship with family members who can't acknowledge their past behavior. Étienne lisait son dossier avec une incrédulité croissante. Ces conditions ne sont pas négociables, ai-je répété. J'offre une aide financière, mais pas sans aborder les problèmes sous-jacents qui ont créé cette situation, tant dans l'entreprise que dans notre famille. Oncle François a fermé son dossier. Tu as bien réfléchi à tout ça? Oui, ai-je confirmé. Le prêt offre des conditions exceptionnelles que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La consultation commerciale sera menée par des experts de premier plan dans la modernisation de l'industrie de l'assurance, et la thérapie familiale est quelque chose que nous aurions dû faire il y a des années. Papa fixait toujours les papiers, son expression illisible. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour décider, ai-je dit en me levant. Si vous choisissez de ne pas accepter ces conditions, c'est votre droit. Les restrictions de compte seront levées demain, quelle que soit votre décision. Mais c'est la seule aide financière que je suis prête à offrir, et uniquement sous ces conditions. Alors que je ramassais mon sac à main, papa a finalement parlé. Tu as changé. J'ai fait une pause, le regardant directement. J'ai grandi, papa. La question est de savoir si notre relation peut grandir aussi. Je les ai laissés là, assis, documents en main, des choix à faire. Pour la première fois de ma vie, je fixais les termes de mon engagement avec ma famille. Quoi qu'ils décident, je saurais que j'avais agi avec intégrité et d'un lieu de soins sincère plutôt que de vengeance. C'était, réalisais-je en sortant dans l'air vif de décembre, le sentiment le plus puissant que j'ai jamais éprouvé. 3 jours plus tard, j'étais assise à une table d'Anglo, Goût Juste, un restaurant français haut de gamme qui venait d'ouvrir en ville. J'avais choisi l'endroit avec soin, un territoire neutre, mais suffisamment distingué pour donner un ton d'importance à cette réunion. Ma famille est arrivée un par un, maman d'abord, l'air nerveuse mais déterminée dans une robe que je n'avais jamais vue auparavant, puis Manon et un Thomas solidaire, Étienne est arrivé sans Nathalie, un signe prometteur que ce serait une véritable discussion de famille plutôt qu'une performance. Papa est entré en dernier, son expression réservée mais pas hostile. Après qu'il se soit assis, un moment de silence gêné est tombé sur la table. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. J'apprécie votre volonté de vous rencontrer ainsi. Papa s'est éclairci la gorge. Avant de commencer, j'ai quelque chose à dire. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a posée sur la table. Ce sont les documents de prêt signés, acceptant vos conditions sans modification. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre malgré ma surprise. Je m'attendais à de la résistance, à des tentatives de négociation, ou à un refus catégorique, pas à une acceptation immédiate. Ce n'est pas tout, a poursuivi papa, sa voix plus rauque que d'habitude. Je te dois des excuses, Sophie. Des excuses importantes. La table est devenue silencieuse. En 32 ans, je n'avais jamais entendu mon père s'excuser auprès de qui que ce soit. J'ai eu tort sur beaucoup de choses, a-t-il dit lentement. Tort sur tes choix de carrière, tort sur ce qui constitue le succès, et tort dans la façon dont je t'ai traité pendant la majeure partie de ta vie d'adulte. Maman a tendu la main pour serrer la sienne de manière encourageante.
Il n'a pas été facile de lire ces conditions de prêt, a-t-il admis. Non pas parce qu'elles n'étaient pas justes, elles étaient plus que justes, mais parce qu'elles m'ont forcé à affronter à quel point j'ai été injuste envers toi. J'ai ravalé la boule inattendue dans ma gorge. Merci d'avoir dit ça. J'ai été élevé pour croire qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers le succès, a poursuivi papa. Mon père me l'a martelé, et j'ai fait de même avec mes enfants. J'ai poussé Étienne vers ce que je comprenais, la finance traditionnelle. J'ai accepté la carrière d'enseignante de Manon parce qu'elle était conventionnelle. Mais ton chemin, il a secoué la tête. Je ne le comprenais pas, alors je l'ai rejeté. Nous avons tous les deux fait des erreurs, a ajouté Étienne de manière inattendue. J'aurais dû te défendre davantage. Au lieu de cela, j'ai profité d'être le favori et j'ai renforcé les préjugés de papa. Manon m'a souri de l'autre côté de la table. J'ai toujours su que tu finirais par leur montrer. Maman a tamponné ses yeux avec sa serviette. J'aurais dû être plus forte, Sophie. J'aurais dû te soutenir plus ouvertement au lieu de le faire seulement en privé. J'ai laissé la peur me guider trop longtemps, la peur de perturber la famille, la peur de défier ton père. C'était mon échec. Nous sommes tous responsables de nos propres actions, ai-je dit doucement. Et maintenant, nous avons tous l'occasion de créer quelque chose de mieux. Notre serveur est arrivé avec du champagne que j'avais commandé à l'avance, nous donnant un moment pour nous ressaisir pendant que les verres étaient distribués. J'aimerais porter un toast, a dit papa en levant son verre. À ma fille, Sophie, dont le succès n'est pas venu malgré mon manque de soutien, mais parce qu'elle a eu le courage de suivre son propre chemin. Je suis très fier de toi. Les mots que j'avais attendu toute une vie d'entendre. Après avoir trinqué et que le moment d'émotion soit passé, nous avons commencé à discuter de questions pratiques. Les séances de thérapie familiale commenceraient la semaine prochaine. La consultation commerciale pour Assurance Dubois était déjà programmée avec une équipe d'experts de l'industrie prêts à aider à moderniser leurs opérations et leur sécurité numérique. Nous avons examiné les recommandations préliminaires, a dit Étienne avec une nouvelle humilité dans son ton. Elles ont beaucoup de sens. Nous aurions dû mettre à jour nos systèmes il y a des années. Le changement n'est pas facile, ai-je reconnu, mais il est nécessaire pour la croissance. Au fur et à mesure que le dîner avançait, nous avons esquissé des plans supplémentaires. J'allais créer des fiducies éducatives pour les enfants d'Étienne et pour tout futur petit enfant de la famille. Maman a partagé son rêve longtemps refoulé d'ouvrir une petite librairie, que j'ai immédiatement proposé d'aider à financer. Même papa semblait dynamisé par la possibilité de transformer l'entreprise familiale plutôt que d'essayer simplement de la sauver. Et toi ? A demandé maman pendant le dessert. Resteras-tu à Paris ou déménageras-tu ailleurs maintenant ? J'examine mes options, ai-je répondu. L'acquisition comprenait un contrat de consultation de 2 ans avec Omnidata, mais après cela, je pourrais vouloir commencer quelque chose de nouveau. Quoi que tu décides, a dit papa, j'espère que tu nous tiendras informés cette fois. J'aimerais savoir ce qui se passe dans ta vie, même si je ne comprends pas toujours les détails techniques. J'aimerais ça aussi, ai-je dit, en le pensant. 6 mois plus tard, les changements dans notre famille étaient remarquables. Les séances de conseil hebdomadaires avaient été difficiles mais transformatrices, mettant en lumière des décennies d'attente, de déception et de malentendus tacites. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement, à exprimer notre appréciation plus librement et à respecter nos différents chemins. Assurance Dubois prospérait sous son nouveau modèle économique avec des systèmes mis à jour et une clientèle croissante. Papa avait embrassé les changements avec un enthousiasme surprenant une fois qu'il en a vu les résultats positifs. Étienne avait mûri, trouvant une plus grande satisfaction à construire quelque chose de durable qu'à courir après les symboles de statut. La librairie de maman était petite mais charmante, devenant déjà un incontournable du quartier. Elle rayonnait d'une nouvelle confiance que je n'avais jamais vue pendant mon enfance. Quant à moi, j'avais maintenu mon style de vie modeste mais je m'étais permis quelques luxes significatifs, un chalet au bord d'un lac où je pouvais travailler à distance en pleine nature, des dons à des programmes d'éducation technologique pour les filles défavorisées, et la liberté d'explorer de nouvelles idées sans pression financière. La famille qui s'est réunie pour le Noël suivant ressemblait peu à celle qui s'était fracturée l'année précédente. Nous rions plus facilement, écoutions plus attentivement et nous soutenions mutuellement plus sincèrement. Après le dîner, papa m'a prise à part alors que tout le monde se déplaçait vers le salon pour le café. J'ai beaucoup pensé à l'héritage ces derniers temps, a-t-il dit. Pendant la majeure partie de ma vie,
j'ai pensé qu'il s'agissait de maintenir les traditions, de suivre des chemins établis. Maintenant, je réalise qu'il s'agit de croissance, d'avoir la sagesse de reconnaître quand le changement est nécessaire, et le courage de l'accepter. C'est une réalisation assez profonde, ai-je dit en souriant. J'ai eu une enseignante profonde, a-t-il répondu, passant son bras autour de mes épaules dans une rare démonstration d'affection. Merci de ne pas avoir abandonné nous, même quand tu avais toutes les raisons de le faire. Alors que nous rejoignions les autres, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis ce désastreux Noël un an auparavant. L'argent ne m'avait pas changé, il avait simplement révélé la vraie nature de mes relations et m'avait donné le levier pour les transformer. La plus grande richesse que j'avais acquise n'était pas sur mon compte en banque. C'était d'avoir enfin une famille qui me voyait pour qui j'étais vraiment et qui m'appréciait non pas pour ce que je pouvais fournir, mais simplement parce que j'étais des leurs. Voilà donc mon histoire. De me faire expulser du repas de Noël à reconstruire ma famille sur des bases de respect et d'amour sincère. Je n'ai pas utilisé mon succès pour les punir, je l'ai utilisé comme un outil pour guérir ce qui était brisé depuis trop longtemps. Et vous? Avez-vous déjà dû tenir tête à une famille qui ne croyait pas en vous? Comment l'avez-vous géré? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans mon histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres récits de transformation et de croissance. Rappelez-vous, parfois les limites les plus difficiles à fixer sont avec ceux que nous aimons le plus, mais souvent ce sont aussi les plus nécessaires. Merci de m'avoir écouté, et que vos propres parcours familiaux mènent à la guérison, et pas seulement au succès.